Joseph Bahoud, je suis politologue, chercheur à Carnegie Moyen-Orient et j'enseigne à Sciences Po Paris. Et voilà, j'ai travaillé beaucoup sur la fin de la guerre au Liban, les relations libano-syriennes, les questions pas de mémoire exactement, mais de recomposition du champ politique. L'accord de Taïf, on l'oublie parfois, est une résultante en fait de plusieurs années de tractations un peu discrètes entre des groupes libanais qui commencent en gros en 1985, donc très tôt après l'invasion israélienne, après plusieurs choses, et qui va en fait aboutir en 1989 à cet accord qu'on connaît. Donc contrairement à une idée reçue, et déjà c'est intéressant d'un point de vue d'historien, c'est qu'il y a une sorte de narratif sur Taïf qui n'est pas vrai factuellement, c'est-à-dire une sorte d'accord imposé à la dernière minute par la Syrie, l'Arabie Saoudite, les États-Unis pour mettre fin à la guerre du Liban contre la volonté des Libanais. Ça c'est le narratif officiel, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire il y a une série de réunions, de tractations qui se font à Chypre, qui se font en Italie, au Vatican, qui se font au Liban dans certains cercles, auxquels participent beaucoup de forces non visibles à l'époque, c'est-à-dire qu'on pourrait appeler la société civile ou des forces alternatives, avec des relations avec les forces actives, c'est-à-dire les milices, etc., les forces même communautaires. Le patriarche maronite est très impliqué dans tout ça. Et en fait, lorsqu'on regarde un peu la généalogie de l'accord et les textes qui ont mené à cette synthèse qu'est Taïf, pratiquement tout le texte de Taïf était déjà là. C'est-à-dire qu'il était écrit dans des papiers qui ont été échangés, ratifiés, acceptés, etc. Donc ça, c'est une chose déjà qu'il faut relativiser, c'est-à-dire la soudaineté, disons, de l'accord, etc. La deuxième chose qu'il faut aussi relativiser, c'est que c'est un accord qui est dès le début envisagé, c'est-à-dire la fin de la guerre, est dès le début envisagé par les Libanais eux-mêmes et par les forces étrangères comme une sorte de consensus, c'est-à-dire c'est un accord bâti sur le fameux vieux principe de ni vainqueur ni vaincu, bien entendu, qui cache en fait une certaine victoire et une certaine hégémonie, mais elle est édulcorée au possible. Alors de là découlent plusieurs choses qui, pour revenir à la question de la mémoire, empêchent cette mémoire de se créer de façon un peu unique ou unifiée. C'est que tout d'abord, le principe de la consensualité sur l'histoire du Liban et sur ce qu'il est, sur son identité, est acté dans Taïf. Et donc, c'est une identité multiple et plurielle. Donc, elle ne peut pas être une, et donc, par définition, son histoire ne peut pas être une. C'est-à-dire, il y a une multitude de narratifs qui vont se joindre, et tous sont mis un peu à pied d'égalité, un peu comme dans le livre de Kamal Salibi, La maison aux multiples demeures. C'est-à-dire, l'histoire du Liban, c'est une synthèse de narratifs qui sont parfois différents et divergents. La deuxième chose que les Libanais ne veulent pas voir aussi, c'est que par définition, cet accord, ou la fin de la guerre, était conditionnée par le fait que les forces miliciennes, c'est-à-dire les chefs de guerre, soient inclus dans le jeu politique et deviennent des forces politiques d'après-guerre. Et ce n'est pas quelque chose qui est imposé, contrairement à ce qu'on pense aussi par l'accord ou par les turiféraires de l'accord ou par les concepteurs de l'accord, mais elle est comprise par les Libanais eux-mêmes dès 86-87. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est le prix à payer pour mettre fin à la guerre, parce que sinon, tout simplement, politiquement et mécaniquement, vouloir désarmer les chefs de guerre, c'était continuer la guerre. Donc c'était impossible. L'hégémonie qui est venue s'instaurer sur le Liban à partir de 91-92, elle est post-Taïf. Elle n'est pas écrite dans l'accord de Taïf. C'est, disons, un kidnapping de l'accord de Taïf et de sa lecture de façon quasi exclusive par la Syrie et ses alliés au Liban, mais qui se fonde sur un meurtre, en fait, qui est celui du président Mouawad à l'époque, sur un changement de rapport de force dans la région, mais elle n'est pas écrite dans l'accord de Taïf au départ. Et donc c'est un rapport de force qui va s'instaurer et qui va produire la période politique, historique, sociologique, etc., qui va de 92 à 2005 et qui en fait se termine avec l'assassinat de Rafik Hariri. C'est pour ça qu'à mon avis, un certain type d'accord de Taïf est mort le 14 février 2005. Aujourd'hui on parle de la fin de Taïf, mais en fait il est mort à ce moment-là dans une certaine version. Alors cette période-là, en termes d'histoire, de production de discours sur ce qu'est le Liban, l'État, la nation, son histoire, etc., elle se fait de façon justement hégémonique à ce moment-là, à l'instigation du vainqueur politique de la période, qui est la Syrie et ses alliés au Liban,
Mais ce n'est pas traduit par l'histoire officielle. C'est-à-dire, alors là, on peut se demander s'il y a une résistance du corps libanais à une écriture hégémonique ou si c'est de la paresse et de la procrastination, tout à fait dans la génétique libanaise, qui est possible aussi. Mais à tout prendre, et c'est un avis très personnel, je pense que tant mieux qu'il n'y ait pas eu justement d'écriture officielle unique de l'histoire, parce que d'abord, il n'y en a pas une. Et je pense qu'il ne peut pas y en avoir une parce que c'est l'ADN du pays. Il est comme ça, il est multiple. Les groupes sociaux, on peut les appeler communautés ou autres, ont chacune leur narratif, leur récit, leur histoire, leur perception, leur fantasme. Et c'est impossible de les unifier à moins qu'il y ait un pouvoir justement autoritaire, unificateur et qui ne serait pas forcément de bon augure pour le pays. Et deux, parce qu'on se demande qui écrirait cette histoire, c'est-à-dire qui politiquement et qui techniquement, c'est-à-dire qui serait le corps des historiens suffisamment capable d'être d'accord non seulement sur la guerre et son itinéraire, sa trajectoire, sur l'avant-guerre et sur l'après-guerre, c'est-à-dire qui sera d'accord sur comment décrire tel ou tel événement, comment décrire telle ou telle période historique, décrire la relation du Liban avec l'Occident ou avec le monde arabe ou avec son rapport avec l'islam, etc. Ce sera très très difficile d'arriver à un consensus. Je pense que si on veut rendre un service à la nouvelle génération libanaise en termes d'acquisition de l'histoire, de l'outil qu'est l'histoire en fait comme discipline, ce qu'on doit leur apprendre à faire, c'est à lire les récits différents, à les comprendre, à comprendre leur diversité de points de vue et pourquoi ils sont différents, et puis les mettre un peu en perspective l'un par rapport à l'autre, pas à égalité, mais que chacun fasse sa propre, disons, cuisine à partir de ça. Forcément, ce sera une histoire qui est un peu divergente ou dissensuelle, mais au fond, c'est peut-être comme ça que se construit le consensus, c'est-à-dire c'est en apprenant à maîtriser la diversité des confluents historiques, des récits, etc., qu'on peut peut-être arriver à une compréhension de ce qu'est vraiment la diversité, si ce pays continue à brandir en fait ce mot comme une sorte d'identité ou de raison d'être.